Ambiance électrique au Sénégal. Lors d'une intervention très suivie, Ousmane Sonko a lancé de violentes critiques contre Macky Sall avant d'envoyer une phrase très commentée visant aussi Bassirou Diomaye Faye, Sall en ébullition. Réaction immédiate du public, séquence devenue virale sur les réseaux. Clash politique qui secoue tout le Sénégal. Dès les premières secondes, l'ambiance devient explosive et les réactions dans la salle surprennent tout le monde. TikTok, Facebook et YouTube s'enflamment après cette sortie qui provoque déjà des milliers de commentaires dans toute la diaspora sénégalaise. Entre attaques politiques, tensions au sommet et messages cachés, cette séquence relance tous les débats autour du pouvoir actuel et de l'ancien régime. Certains internautes parlent déjà d'un énorme tournant politique après cette intervention très musclée d'Ousmane Sonko. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la phrase qui a fait exploser la salle et les réactions après cette séquence choc. Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité politique du Sénégal et de l'Afrique. Donnez votre avis en commentaire. Sonko a-t-il dépassé les limites avec cette sortie? Le slogan qui a été le plus emblématique, c'est limiter à liberté, égalité et fraternité. Le champ lexical de la violence que certains nous ont collé ne repose sur aucune démonstration factuelle. Il est performatif. Il ne décrit pas, il suggère et insinue. On nous présente ce slogan comme une incitation à la désobéissance, mais on refuse de le lier à son héritage panafricain de résistance légitime et universelle. Celui de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Lumumba, de Mamadou Dia, de Charles de Diop, et j'en passe. Et à la détermination et à la fermeté des peuples face à l'injustice. Nous avons été des acteurs politiques les plus pacifiques, ancrant notre action politique sur la réflexion et la production, jusqu'à ce qu'une cabale ait été montée pour nous réduire à néant. Et c'est seulement à ce moment, que nous sommes érigés, et tout le peuple avec nous, pour on réduit donc le slogan à une menace pour disqualifier la posture de résistance populaire. Depuis le titre, entre guillemets, un homme ambivalent, jusqu'à la fin de la section, je cite l'homme aux multiples visages, on nous impose d'emblée une lecture contradictoire et instable, un procédé sémantique qui, si nous ne connaissions pas vos opinions, vos positions, vos postures courageuses et indépendantes, s'apparenterait à une tentative de dévaloriser la cohérence du projet politique de PASTEF. Et quand Ousmane Sonko s'oppose à la publication d'ouvrages qui instrumentalisent les enjeux d'une région du Sénégal, la mienne notamment, il ne censure pas. Il protège contre les tentatives de fragmentation de l'unité nationale. Le Sénégal est un et indigne. Et l'expression embarque des populistes. On y revient au populisme. Autre procédé littéraire étant d'invisibiliser la question centrale, celle de la souveraineté du récit historique de notre pays. Et on veut nous imposer une lecture où la liberté académique est absolue, mais où la souveraineté politique est illégitime. Si certains refusent de reconnaître que les peuples africains ont le droit de raconter leur histoire et de définir leur avenir, vous n'êtes pas dans ce schéma puisque vous venez de le répéter. Nous, Sénégalais et Africains, affirmons avec force que le peuple est la seule légitimité et que les peuples africains sont debout pour la souveraineté. Et last but not least, c'est lorsque les Sénégalais qui sont mobilisés sont réduits à des spectateurs qui patientent. L'utilisation de ce terme les dépossède de leur rôle actif dans cette lutte pour la souveraineté. Il n'y a aucune dynamique collective lorsqu'on lit cette partie du texte, comme pour éloigner toute proximité de Sonko avec le peuple qui est effacé au profit d'une narration centrée sur le jugement extérieur du leader. Le leader que l'on veut pourtant présenter comme une personnalité influente. Au-delà de l'insigne honneur qui m'est fait d'être cité dans ce prestigieux et sélectif classement, je tenais à vous partager ces quelques notes critiques
par anticipation de certains de vos développements sur notre modeste personne et notre combat politique, que je veux positivement m'expliquer par le biais du regard externe, éloigné, périphérique. Tous ici l'ignorent certainement, nous n'avons jamais eu de contact, M. Boniface et moi. Nous nous voyons et nous parlons pour la première fois aujourd'hui. Mesdames et messieurs, cette conférence, intitulée Autonomie, patrimoine et monde multipolaire, l'Afrique à la conquête de sa souveraineté, nous invite à réfléchir ensemble sur la manière dont notre continent peut transformer son héritage en puissance d'avenir. Il y a des mots qui circulent avec une telle facilité qu'ils finissent par perdre le poids. Autonomie, patriotisme, souveraineté. Ils sont devenus familiers, presque confortables, et pourtant, dès que l'on tente de les prendre au sérieux, ils se dérobent, ils résistent, ils obligent. Car enfin, de quoi parlons-nous exactement lorsque nous parlons de souveraineté africaine? Parlons-nous d'un héritage ou d'un chantier, d'un acquis ou d'un manque? Mais avant même de répondre à cette question, encore faut-il s'entendre sur ce que nous appelons l'Afrique. L'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, le reste du monde parle de l'Afrique comme si c'était une seule entité, un pays. L'Afrique, c'est 55 États. Parler de l'Afrique n'est jamais un propos neutre. L'Afrique n'est pas seulement un continent. Elle n'est pas seulement une mosaïque d'États, de peuples, de langues, de cultures, ni même une variation infinie de nuances dans la couleur de la peau de ses habitants. Elle est aussi, et peut-être surtout, une position dans le monde. Une position façonnée par l'histoire. Ce qui unit l'Afrique n'est pas seulement une essence, c'est une trajectoire, une expérience partagée, faite de grandeur, de rupture et de dépossession. L'Égypte antique, la Nubie, l'empire du Monomotapa, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités historiques de puissance, de science et d'organisation. Et plus près de nous, pensez à Kanka Moussa, l'empereur du Mali, dont la richesse et le rayonnement ont marqué le monde méditerranéen. Ou à Bakary II, ce souverain malien qui, bien avant les Européens, a traversé l'Atlantique. Mais notre patrimoine ne se limite pas à ces grandes civilisations. Il inclut aussi nos langues, nos savoirs endogènes, nos arts et nos cultures vivantes, qui doivent être valorisés comme levier de souveraineté intellectuelle et économique. Ce rappel n'est pas un détour par le passé. Il permet de comprendre une rupture, car entre ces expériences de puissance et nos réalités contemporaines, un basculement historique s'est opéré. La traite transatlantique a arraché des millions d'hommes et de femmes au continent, désorganisé des sociétés entières et fragilisé des dynamiques économiques et politiques en construction. La colonisation ensuite n'a pas seulement imposé une domination politique, elle a restructuré les territoires, orienté les économies vers l'extérieur et inscrit durablement l'Afrique dans une position subordonnée dans le système mondial. C'est cette trajectoire, faite à la fois de puissance et de dépossession, qui éclaire notre situation actuelle. Les pays africains sont aujourd'hui indépendants. Ils ont leur drapeau, leur île, leur constitution. Ils siègent dans les organisations internationales, ils signent des accords, ils votent, mais décident-ils toujours? Cette question n'est pas provocatrice, elle est nécessaire. Comme le rappelait Kwame Nkrumah, l'indépendance politique sans indépendance économique n'est qu'une illusion. Ce que nous avons conquis au XXe siècle, nous ne l'avons pas encore entièrement transformé au XXIe siècle. Mais de quoi parlons-nous précisément? La souveraineté. En ce qui nous concerne, nous ne défendons pas un particularisme étroit, mais une demande de pluralisation de l'universel. Nous ne récusons pas l'universel, mais nous contestons sa captation par quelques puissances ou quelques centres moraux qui parlent comme si notre propre trajectoire historique était la mesure de toute civilisation. Le monde a trop souvent confondu universel et occidental, normes communes et hiérarchies imposées.
Il y a lieu de distinguer clairement souveraineté et fermeture, en ce que la souveraineté consiste à choisir librement ses normes, ses partenaires et ses priorités, sans sortir du dialogue international. Et c'est là le cœur du paradoxe africain, une souveraineté proclamée, mais inachevée. Regardons les faits avec lucidité. Nos économies restent largement extraverties. Nous exportons des matières premières. Nous importons des produits transformés. Nos monnaies, pour certaines, demeurent liées à des architectures héritées de la colonisation. Nos budgets publics sont contraints par la dette. Nos politiques économiques encadrées par des conditionnalités. Nos marges de manœuvre souvent étroites, pour ne pas dire inexistantes. Mais il ne suffit pas de réclamer une souveraineté militaire, monétaire ou diplomatique. Il faut aussi revendiquer le droit de produire ses propres catégories d'analyse, ses propres priorités intellectuelles, ses propres lectures du développement, de la démocratie, de la famille, de la culture, de la sécurité et du progrès. Les pays africains ont trop longtemps été parlés par d'autres avant de se parler eux-mêmes. La souveraineté dans ces conditions devient une forme juridique sans épaisseur matérielle, un mot sans pouvoir. La souveraineté devient ainsi une forme juridique sans épaisseur matérielle, un mot sans pouvoir. Instrumentalisée, vidée de sa substance, transformée en rhétorique de légitimation. Or, le patriotisme véritable est tout autre chose. C'est une discipline, une exigence, une capacité collective à accepter des choix difficiles au nom. Une forme juridique sans épaisseur matérielle, un mot sans pouvoir. Dans ces conditions, elle devient une forme, car elle n'est pas par la capacité de l'État à produire des résultats, la sécurité juridique, la discipline budgétaire, la transformation économique, la négociation internationale maîtrisée, la qualité institutionnelle et le respect de la parole publique. Mais s'arrêter à ce constat serait insuffisant, car la souveraineté n'est pas seulement une affaire de structure, elle est aussi une affaire de volonté, et c'est ici qu'intervient le patriotisme qui nous est très cher. Le patriotisme aujourd'hui est souvent mal compris. Soit il est réduit à une posture émotionnelle, à des déclarations enflammées sans lendemain, soit il est instrumentalisé, vidé de sa substance, transformé en rhétorique de légitimation. Or, le patriotisme véritable est tout autre chose. C'est une discipline, une exigence, une capacité collective à accepter des choix difficiles au nom d'un projet commun. Je voudrais ici rappeler, tout à l'heure j'ai parlé de la Révolution française. Une révolution ne se déroule pas sur une année ou sur quelques mois. La Révolution française s'est déroulée sur une longue période. Mais on peut citer la période 1789-1799 jusqu'au coup d'État de Napoléon Bonaparte, avec ses soubresauts. C'est une période extrêmement difficile, parce que la révolution démarre après le renversement du système ancien. C'est en ce moment seulement que démarre la révolution. C'est en ce moment seulement que les profils apparaissent, que les enjeux. Parce que le système ancien ne se laisse pas faire. Et dans un monde ouvert et internationalisé, dans ses ramifications, aussi bien nationales qu'internationales, il ne se laisse pas faire. C'est après la Révolution que chaque membre de la Révolution se découvre et se fait découvrir en réalité. C'est après la Révolution que beaucoup de porteurs de cette Révolution, dans les moments de conquête, découvrent eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts pour la Révolution. Aujourd'hui, dans notre pays, le Sénégal, et dans un contexte que tout le monde connaît. Hier, j'ai dit au Conseil des ministres que nous étions déjà en crise. Rien que la dette cachée dont nous avons hérité suffit à considérer un pays comme le Sénégal en crise. Ce qui est venu s'y ajouter avec le contexte international n'est pas la crise, elle est l'aggravation de la crise.
Et dans un pays comme ça, beaucoup d'entre nous qui ont opté pour la révolution et donc pour le patriotisme ne sont pas prêts au sacrifice. Et tout le monde réclame tout de suite et maintenant. Tantôt de tout, tantôt de tout. Cela n'est pas possible et nous sommes là pour faire face, pour dire non, parce que cette révolution n'échouera pas. Et comme l'avait pressenti Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre, le danger des indépendances africaines n'était pas seulement la domination extérieure, mais aussi la reproduction interne des logiques de dépendance. Lorsque les élites se substituent au peuple sans transformer les structures, lorsque l'État devient un instrument d'accumulation plutôt qu'un levier d'émancipation, alors le patriotisme devient un mot creux. Cela nous interpelle, nous, chacun d'entre nous. Maintenant,